Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Street TV. Monde Politique reçoit pour vous aujourd'hui Dr Kibesum Pierre Claver Milogo. Il est chercheur à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST. Il faut dire qu'il est spécialiste du droit public et du droit constitutionnel comparé. Nous allons faire connaissance avec lui et sur ces matières, mais aussi sur quel dispositif juridique pour le Burkina Faso post-insurrectionnel. En attendant, disons bonjour à Dr. Bonjour, monsieur Bougouin. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs publications, notamment Le droit au procès équitable à l'épreuve de la répression du terrorisme international, Apport et influence de la Cour européenne des droits de l'homme paru chez l'Harmattan en 2018, de la séparation des pouvoirs, études comparatives et analytiques paru chez DOF Production, et du droit constitutionnel et institutions politiques burkinabé chez DOF Production, études comparatives aux nouvelles éditions du Burkina en 2020 de la génération Je connais mon droit, analyse juridique des droits et devoirs chez DOF Production. Il y en a beaucoup et vous êtes l'auteur également de plusieurs publications et donc et de plusieurs articles, je vais dire, et nous allons voir cela au cours de cette émission. Merci d'avoir répondu présent. Alors, tout de suite, quand je vous présentais, j'ai dit que vous êtes spécialiste en droit public et droit constitutionnel comparé. Faisons pédagogie. Effectivement, parfois, on entend le mot comparé. Que signifie droit constitutionnel comparé? Le droit constitutionnel comparé est une branche du droit, comme plusieurs autres branches du droit, qui a pour objectif d'utiliser la méthode comparative en l'appliquant au droit constitutionnel. Donc, on peut étudier les constitutions de différents pays en essayant de les comparer. Généralement, la comparaison en droit a deux buts. Premièrement, on peut comparer les droits, par exemple le droit burkinabé avec le droit français. C'est juste un exemple pour essayer de voir quels sont les points de similitude et les points de différence. Nous savons par exemple qu'au Burkina, nous avons hérité du droit français pour des raisons historiques que je n'ai pas besoin d'expliquer ici. Voilà, on peut déceler quels sont les points de similitude qui existent entre le droit burkinabé et le droit français et les différences aussi qui existent entre le droit burkinabé et le droit français. Le deuxième objectif qu'on peut viser à travers l'utilisation de la méthode comparative appliquée au droit constitutionnel, ça peut être aussi de fonder ou d'élaborer une théorie générale, c'est-à-dire une explication globale, voilà, à partir de concepts. En partant d'un certain nombre de concepts, on peut essayer d'élaborer une théorie, c'est-à-dire une explication globale d'un phénomène, voilà, d'une pratique par exemple qui a cours dans une société donnée. Donc voici les objectifs, les deux principaux objectifs de l'utilisation de la méthode comparative appliquée au droit, par exemple au droit constitutionnel. D'accord. Docteur, vous parlez de différences qu'il peut y avoir entre le droit burkinabé et le droit français, mais vous avez rappelé d'ailleurs, effectivement, notre droit est calqué sur le droit français. Est-ce qu'il y a une différence entre celui du Burkina et celui de la France? En quoi est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a des différences entre le droit burkinabé et le droit français, malgré que notre droit soit hérité de la France, pour les raisons notamment de la colonisation. Par exemple, il y a des différences en matière de droits des personnes et de la famille entre le droit burkinabé et le droit français. Vous savez par exemple que le Burkina accepte la pratique de la dot en droit des personnes et de la famille, en droit de la famille plus précisément, mais la France ne reconnaît pas la pratique de la dot. Voilà par exemple une différence entre le droit français et le droit burkinabé. Aussi, on trouve des différences entre le droit burkinabé et le droit français en matière de droit foncier. Vous savez qu'en matière de propriété foncière, il y a des différences importantes entre le droit français et le droit burkinabé, par exemple. Les textes sur la réorganisation agraire et foncière et même les derniers textes qui ont été adoptés par le gouvernement concernant la promotion immobilière montrent bien qu'il y a des différences importantes entre le droit français et le droit burkinabé. D'accord. Donc c'est essentiellement dans ces deux domaines qu'il y a des différences entre le droit français et le droit burkinabé, et les plus importantes également. D'accord. Mais est-ce que le droit burkinabé a été influencé également par le droit d'autres pays en dehors de la France? Oui, bien sûr. Le droit burkinabé a subi l'influence des droits d'autres pays. Par exemple, on sait qu'en dehors de la France, il y a les pays voisins que nous avons. On a par exemple la Côte d'Ivoire, on a par exemple le Niger, on a par exemple le Mali, dont nous avons subi également les influences à travers par exemple l'élaboration de nos différentes constitutions. On sait que les principes que la France a mentionnés
que nous devons respecter dans l'élaboration de nos différentes constitutions. On les a mentionnés dans les constitutions, mais également on s'est référé à un certain nombre de principes ou de pratiques qui sont propres à l'Afrique, que nous avons insérés également dans nos différentes constitutions, comme par exemple la solidarité, ou par exemple le principe d'accepter qu'il y a des devoirs en plus des droits que nous avons. On sait que dans les sociétés européennes, la pratique des droits et la reconnaissance des droits pour l'individu est très très importante, mais dans les sociétés africaines, on met plus l'accent sur les devoirs que nous avons et qui accompagnent en fait les droits que nous avons également. Donc autant un individu a des droits, autant également il a des devoirs. Ce sont les principes de la société africaine dont nous avons hérité aussi d'un certain nombre de pays voisins avec lesquels nous partageons des valeurs communes et qui ont été insérés également dans nos différents textes. Donc voilà par exemple des éléments dont nous avons hérité d'autres pays en dehors de la France par exemple. D'accord. Madame, Monsieur, vous êtes à l'émission Monde Politique et nous recevons pour vous aujourd'hui Dr Kibesum Pierre-Claver Milogo, chercheur à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST. Alors, un juriste au CNRST, à l'ISS, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oui, un juriste peut également faire de la recherche, contrairement à ce qu'on pense. C'est vrai que ces disciplines-là sont plus développées dans d'autres pays, comme par exemple les pays occidentaux. Mais en Afrique également, on trouve également des chercheurs. C'est vrai que nous sommes un peu des pionniers dans le domaine au Burkina Faso, mais on peut faire également de la recherche en droit. Par exemple, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons quotidiennement. C'est le cas en matière de droits humains, de lutte antiterroriste, en matière de renforcement et de modernisation de l'efficacité de l'administration. Voilà, ce sont les thèmes sur lesquels moi je travaille en priorité. Sur également le constitutionnalisme, voilà, les rapports entre le gouvernement et le Parlement. Ce sont des thèmes sur lesquels on peut travailler pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre quotidiennement. On sait par exemple que nous vivons actuellement sous un régime transitoire. On a un président intérimaire qui est là, le capitaine Traoré. Et on sait qu'il y a un certain nombre de défis qui se posent à la société burkinabé actuellement, comme par exemple la restriction d'un certain nombre de libertés en raison des impératifs de la lutte antiterroriste. Donc on mène des travaux et des réflexions sur ces questions-là pour essayer de voir comment trouver l'équilibre entre la lutte antiterroriste et la protection des droits et libertés des citoyens. Mais aussi, vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a la question de la liberté d'information, la liberté de la presse et la liberté d'opinion aussi qui se pose de manière pressante actuellement dans le contexte du régime transitoire que nous avons au Burkina. D'accord. Mais vos travaux sont commandités ou bien c'est vous qui réfléchissez à qu'est-ce qu'il faut proposer et à qui vous proposez? Quand vous finissez, vous versez, comment on appelle ça, le produit de vos travaux, de vos recherches, à quel niveau? Il y a plusieurs étapes. En fait, le travail peut être commandité. Par exemple, on mène des études aussi commandées, par exemple par des fondations. Cette année, je pense, j'ai mené une étude sur les solutions alternatives pour la résolution, par exemple, de la crise malienne, sur la demande de la fondation Rosa Luxembourg, qui est une fondation allemande. Voilà. Et donc, ça peut être une étude commandée. Mais également, dans nos postes de chercheurs, nous sommes appelés à progresser dans le cadre du système du CAMES, comme vous le savez, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Donc, on est censé passer à des grades supérieurs au fur et à mesure de l'évolution. Donc, il y a des travaux qui sont propres également à chacun de nous, nos spécialités, et que nous sommes appelés à produire régulièrement également, qui conditionnent aussi l'avancement des chercheurs que nous sommes. Et ces travaux-là également, lorsque nous finissons de les élaborer, nous essayons d'approcher les médias que vous êtes, la presse, que ce soit écrite, radio, télé, etc., pour essayer de diffuser ces travaux. Parce qu'une chose est de produire le travail, une autre chose est également de le vulgariser, pour le mettre à la disposition des citoyens. Le chercheur qui est dans son laboratoire et qui ne met pas ses travaux à la disposition du public fait en quelque sorte un travail inutile. Donc il faut toujours, après l'élaboration du travail, le vulgariser. Ça, c'est une deuxième étape
C'est d'ailleurs pour ça que je veille régulièrement à publier mes travaux de recherche. D'accord. Monde politique interroge sur quel dispositif juridique il faut mettre en place après la transition burkinabé. Cela passe naturellement par le vote de certaines lois adaptées aux défis de l'heure, à une nouvelle constitution compromise par les autorités burkinabées. Mais quel dispositif juridique? Nous interrogeons aujourd'hui Dr Kibessoum Pierre Claver Milogo, qui est chercheur à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de recherche scientifique et technologique. Alors, docteur, quel dispositif juridique pour le Burkina post-transition au regard des défis de l'heure actuelle? Bon, nous sommes actuellement dans un régime transitoire, comme je l'ai dit, avec pour mot d'ordre la refondation. Donc il faut refonder également le système constitutionnel burkinabé. Vous savez que nous sommes dans l'ère en fait post-Roch Kaboré, qui était le dernier président démocratiquement élu. Donc nous allons peut-être après ces régimes militaires revenir à un ordre constitutionnel normal. Donc il faut dans ce cadre-là revenir aussi sur un certain nombre de principes constitutionnels. La constitution que nous avons actuellement a été héritée de la constitution française du 4 octobre 1958, elle-même qui a été inspirée par Charles de Gaulle et Michel Debré, qui sont ses concepteurs. Et dans l'esprit de Charles de Gaulle et de Michel Debré, la constitution française présentait 3 pouvoirs: le chef de l'État, le président de la République, le gouvernement et le Parlement, et puis le système judiciaire. Dans l'esprit de ces hommes politiques français, le président était censé être un arbitre entre les institutions. En cas de conflit entre le Parlement et, par exemple, les juges, ou entre le Parlement ou le gouvernement, le chef de l'État intervient comme un arbitre. Mais dans les régimes dont nous avons hérité par rapport au système français au Burkina, c'est-à-dire l'adaptation que nous avons fait du système français ici au Burkina, nous avons présidentialisé ce régime-là. C'est pourquoi on qualifie souvent le régime burkinabé de semi-présidentiel. Certains disent aussi présidentiel. Mais ce qui est sûr, c'est que le régime présidentiel a été élaboré. Le seul régime présidentiel que nous connaissons authentiquement est le régime des États-Unis. Et nulle part ailleurs, le régime américain n'a été reproduit tel quel. C'est toujours avec des déformations ou avec des exagérations. Au Burkina, comme dans la plupart des pays africains d'ailleurs, le président a une main mise sur le système. Il y a un déséquilibre de pouvoir au profit du chef de l'État. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de rétablir l'équilibre entre le gouvernement, le chef de l'État et puis le Parlement d'autre part. Si le Parlement peut jouer son rôle de contre-pouvoir, de contrôler l'action gouvernementale, en plus de voter les lois et de consentir l'impôt, d'être efficace dans ce rôle de contrôle de l'action gouvernementale, je pense que ça serait un grand pas que nous allons faire vers la modernisation du système. Si on a un système où le chef de l'État et le gouvernement ne peuvent pas rendre compte de leur gestion, il n'y a pas un système de redevabilité en fait vis-à-vis des citoyens, vous voyez qu'il y a des risques de dérive importants, surtout lorsque la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel, comme nous l'appelons ici, n'a pas une totale liberté pour se prononcer également sur les actes de ces différentes autorités-là. Donc il faut bien sûr rétablir l'équilibre entre le gouvernement et le Parlement, mais il faut redonner également au Conseil constitutionnel toute son indépendance. Je pense que si ces différentes mesures sont prises dans la Constitution que nous avons, on pourra aboutir à un nouveau système constitutionnel qui permettra d'aller dans le sens de la refondation que veulent les autorités actuelles qui ont pris les choses en main. Il y a aussi une question très très importante qui est liée aux deux que je viens de mentionner, c'est la lutte contre la corruption. Je pense que le capitaine Traoré a beaucoup insisté là-dessus. Et avant lui, l'ancien colonel putschiste Paul-Henri Damiba avait également souligné ce point-là. La lutte contre la corruption était un point central. Selon moi, en plus de la reconquête du territoire et puis de la réconciliation entre les hommes politiques du pays, c'est le troisième grand défi de la transition. Il faudra réussir la lutte contre la corruption si on veut résoudre aussi les maux dont souffre le pays. D'accord, vous avez dit que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, il y en a qui l'appellent parfois présidentiel. Pour le contexte du Burkina Faso, au regard des défis actuels, qu'est-ce qui est mieux, la version présidentielle ou semi-présidentielle, pour ne pas dire, ou bien un régime parlementaire tout simplement? Est-ce que le semi est efficace? Dans tous les cas, je pense que la réponse pertinente, ce n'est pas le type de régime qu'on va choisir.
La réponse pertinente, c'est quel régime les Burkinabés veulent. C'est au Burkinabé, c'est au peuple burkinabé de choisir quel type de régime il veut. Est-ce qu'il veut un régime présidentiel? Est-ce qu'il veut un régime semi-présidentiel? Est-ce qu'il veut un régime parlementaire? Est-ce qu'il veut un régime semi-parlementaire? La réponse à cette question revient au Burkinabé. Chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. On a vu par exemple que le système dans lequel nous vivons actuellement offre l'avantage de la stabilité. Parce que les élections législatives sont alignées sur les présidentielles. Généralement, le président élu bénéficie de la majorité dont il a besoin pour gouverner. Ça offre l'avantage de la stabilité parce qu'il y a les mécanismes de rationalisation du régime qui sont là, de telle sorte que le gouvernement ne peut pas être facilement renversé par le Parlement, par les motions de censure ou bien la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. Donc, voilà les avantages et puis les inconvénients. L'inconvénient, bien sûr, quand il y a une telle stabilité, et ça donne l'impression à l'exécutif qu'elle a une totale latitude pour faire ce qu'elle veut. Et donc, ça crée ce que je pourrais appeler une sorte de manquement à ses obligations de responsabilité. Et un exécutif qui n'a pas à rendre compte régulièrement devant les juges ou devant le Parlement peut devenir un exécutif qui abuse de ses pouvoirs. Et c'est ce qu'on a vu ici au Burkina, par exemple, en fin 2014, et qui a entraîné une insurrection populaire dont nous sommes en train de toujours chercher à réparer les effets. Donc la réponse pertinente, c'est plutôt qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons un régime équilibré avec ses avantages et ses inconvénients? Est-ce que nous voulons un régime avec une domination du chef de l'État? Est-ce que nous voulons un régime où le Parlement plutôt va exercer la prépondérance du pouvoir? Donc c'est aux Burkinabés de choisir eux-mêmes le type de régime qu'ils veulent. Bien sûr, quand je dis les Burkinabés, le citoyen lambda qui ne s'y connaît pas n'est pas habilité à se prononcer. Mais l'élite intellectuelle du pays peut se concerter et puis choisir le modèle qui serait adapté à la société burkinabé. Mais dans tous les cas, quel que soit le modèle choisi, il faudrait qu'il y ait un mécanisme, ou du moins il faudrait que les mécanismes de mise en jeu de responsabilité des gouvernants puissent fonctionner efficacement. C'est-à-dire que les contre-pouvoirs puissent continuer à fonctionner si on veut que le système fonctionne de manière adéquate. D'accord, vous le dites si bien, mais dans notre contexte actuel, le président est politiquement irresponsable. C'est le Premier ministre qui assume, qui vient devant le Parlement pour décliner son discours de politique générale. S'il est validé, il passe. S'il n'est pas validé, on change de Premier ministre. C'est lui qui revient encore chaque année pour livrer son discours sur la situation de la nation. Alors que ce n'est pas lui qui a été élu, c'est le chef de l'État. Donc, et en termes de comment est-ce que vous voyez, est-ce qu'il faut continuer dans le même registre? Il faut renforcer la responsabilité du chef de l'État vis-à-vis de ses citoyens qui l'ont élu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le régime dans lequel nous vivons et qui a été hérité de la France, dans l'esprit de De Gaulle et de Michel Debré, le président devait avoir seulement une responsabilité populaire. Et le président ne peut pas avoir une responsabilité devant le Parlement. Et c'est le Premier ministre qui doit servir de fusible. C'est lui qui se présente devant le Parlement, le peuple. Et à chaque fois que la politique gouvernementale déraille, c'est le Premier ministre qu'on enlève et on remplace par un nouveau Premier ministre qui est chargé chaque fois de mener la politique. Et c'est à l'occasion des élections présidentielles que le président met en jeu sa responsabilité devant le peuple. C'est d'ailleurs pour ça que c'est à l'occasion d'un référendum où il a été désavoué en 1962 que Charles de Gaulle a démissionné de la présidence de la République française. Voilà. D'accord. Donc c'est aux Burkinabés de choisir le système qu'ils veulent. Selon moi, il n'y a pas de système parfait. Nous pouvons quitter le système français et adopter notre système à nous, ou le système d'un autre pays. Mais ce qui est sûr, il faudra faire en sorte qu'il y ait cet équilibre entre gouvernement et parlement, que les mécanismes de contre-pouvoir fonctionnent pour faire en sorte que, en même temps que le gouvernement a les mains libres en quelque sorte pour mettre en application son programme, qu'il soit soumis à des contraintes aussi, de telle sorte qu'il ne puisse pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'il sait que, par exemple, il peut être mis, et sa responsabilité peut être mise en jeu, il peut être contraint de démissionner. Et de la même manière aussi, si les mécanismes de la Haute Cour de justice, par exemple, fonctionnent, si le président sait qu'il ne peut pas prendre n'importe quelle décision, parce qu'il peut être mis en accusation devant la Haute Cour de justice, vous allez voir que le mécanisme, le système va mieux fonctionner. Docteur, ce que vous dites, c'est vrai. Mais l'autre question, c'est sur la question de la redevabilité. Quel mécanisme mettre en place pour un devoir de redevabilité des gouvernants vis-à-vis des citoyens?
Les mécanismes de redevabilité sont basés en fait sur les contre-pouvoirs dont j'ai parlé. Dans un régime démocratique, les contre-pouvoirs doivent être forts. Aussi bien l'exécutif est fort, le Parlement est fort, les juges sont forts, mais aussi les contre-pouvoirs doivent être forts. Mais actuellement au Burkina, on a des contre-pouvoirs faibles. Donc il faudrait en fait que aussi bien le chef de l'État que le Parlement, les juges soient forts, mais il faudrait aussi que les contre-pouvoirs, comme par exemple ce qu'on a ici au Burkina, l'ASE, LC, on a également un autre contre-pouvoir, le RENLAC, on a également la presse, vous les journalistes, vous êtes un contre-pouvoir. Donc il faudrait que ces contre-pouvoirs puissent fonctionner de manière adéquate. Il faudrait par exemple que lorsque le gouvernement prend une décision, ou lorsque le chef de l'État prend une décision, il mûrit suffisamment la décision parce qu'il sait que si la décision est impopulaire ou si la décision brime les droits de certains citoyens, sa responsabilité peut être mise en jeu. S'il est sûr que les juges vont se saisir de la question, ou que le Parlement peut le démettre de ses fonctions, ou que la presse peut l'obliger à démissionner, vous allez voir que les mesures vont être prises de manière judicieuse. Donc il faut des contre-pouvoirs forts qui accompagnent le fonctionnement du système démocratique. Mais on a une autorité qui a perdu de sa force. On parle de faiblesse de l'autorité de l'État. Comment est-ce qu'on la restaure? Pour restaurer l'autorité de l'État, c'est un mécanisme long, parce que dans le cas du Burkina, on est parti dans un système de déliquescence de certaines valeurs, comme par exemple le patriotisme, l'intégrité, le refus de la corruption. Ce sont des valeurs qui se sont effritées au fil du temps. Donc il faudrait remettre l'accent sur l'éducation. Voilà, on voit des établissements scolaires où il y a la drogue qui circule, la consommation de drogue dans certains établissements scolaires. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense que vous êtes au courant aussi du phénomène. Donc quand on peut brûler aussi le drapeau de son pays, voilà, parce qu'on n'est pas content, donc alors qu'il y a d'autres manières de s'exprimer bien sûr, donc vous voyez qu'il y a certaines valeurs qui ne sont plus respectées. Pour moi, la faiblesse du système actuellement par rapport à cette question de restauration de l'autorité de l'État, ça se trouve dans le système éducatif. Si on arrive à avoir restauré le système éducatif en mettant l'accent sur l'éducation, en formant correctement les élèves bien sûr, mais en ayant aussi des enseignants de haut niveau, vous allez voir que l'autorité de l'État va revenir. Le deuxième aspect que je voulais aborder par rapport à ça, c'est que cette faiblesse de l'autorité de l'État aussi est liée à la faiblesse du système judiciaire actuel. Pour beaucoup de citoyens, il existe deux sortes de justice au Burkina. Il existe une justice des forts et une justice des faibles. Il existe une justice des personnes riches, nantis, et puis une justice du pauvre citoyen. Donc il faudrait rebattre les cartes à ce niveau et puis restaurer un système judiciaire qui fonctionne correctement. Il n'y a pas de raison que certains dossiers soient jugés et que d'autres traînent. Il faudrait que le système fonctionne de manière harmonieuse, que tous les dossiers puissent être jugés de la même manière, traités de la même manière, avec la même diligence. Si certains s'en prennent au symbole de l'État, si certains expriment leur frustration de cette manière, je ne dis pas que c'est acceptable, parce que je ne suis pas d'accord qu'on brûle le drapeau de mon pays, mais je pense que c'est lié à certaines injustices et à certains faits qui ont frustré certaines populations, entre guillemets, pauvres, qui estiment que la justice ne fonctionne plus correctement. Et c'est tout cela qui entraîne la faiblesse de l'autorité de l'État. Le fait que les citoyens engagent une certaine défiance vis-à-vis de certains symboles et vis-à-vis de certaines autorités du pays. Parce qu'on les estime en quelque sorte incompétentes ou incapables de faire fonctionner le système judiciaire de manière adéquate. D'ailleurs, ce qui est lié aussi à cette question, c'est l'insurrection djihadiste et armée qui a débuté dans le nord-est du pays et qui est liée à ces questions de malgouvernance, de corruption et de dysfonctionnement de la justice. Le capitaine Traoré et le lieutenant-colonel Damiba l'ont très bien expliqué à plusieurs reprises. Donc la source de nos problèmes se trouve à ce niveau. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un appareil judiciaire qui doit être amélioré, mais comment est-ce qu'il faut réussir l'alchimie entre le droit positif et le droit coutumier, pour ne pas dire traditionnel, qui régissait nos sociétés bien avant l'avènement de ce droit qu'on appelle le droit positif, qui est venu d'ailleurs. Comment est-ce qu'on opère des éléments pour qu'au croisement, la greffe puisse prendre? Là, on revient au droit comparé.
sur lesquels vous m'avez interrogé au début de l'émission. C'est ça. En réalité, il faut faire un tri. Ce n'est pas tout ce qui vient de l'extérieur qui est bon pour nous. Parce que nous avons nos propres valeurs, nous avons nos propres réalités. Donc il faut adapter notre droit à nos réalités, à notre société burkinabé. Je parlais tout à l'heure de la dot qui est acceptée en Afrique, au Burkina, pardon, et puis qui est rejetée en France. Donc ça fait partie de nos réalités à nous. On sait qu'officiellement dans le droit positif, c'est interdit de pratiquer la dot avant le mariage. Mais beaucoup de gens le font. Aujourd'hui, si vous voulez vous marier, vous êtes obligé de payer la dot. Sinon, vous n'aurez pas votre épouse. Pourtant, on sait que le droit l'interdit. Ce qui veut dire qu'il y a une discordance entre le droit européen positif et puis le droit traditionnel que nous avons. Donc la solution, c'est de faire un tri. Nous prenons ce qui est bon du droit étranger, que nous intégrons, nous adaptons à notre droit interne. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder pour pouvoir résoudre cette question-là. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément bon. On n'est pas obligé d'adopter tout ce qui vient de l'extérieur. Mais le problème qui se pose à nous, c'est que souvent, certaines de nos réformes législatives sont dictées par des politiques d'ajustement structurel, des politiques d'aide au développement dont nous dépendons. Et parce que nous n'avons pas notre liberté, nous ne pouvons pas refuser d'adopter ces législations-là. Donc, il y a certaines lois qu'on a demandé à certains pays de voter, et qu'ils étaient obligés de voter parce qu'ils dépendent de l'aide au développement. Donc, la première solution, bien sûr, c'est d'avoir notre propre autonomie, notre autosuffisance alimentaire pour éviter de dépendre de l'étranger. Lorsque nous aurons la capacité de nous débrouiller nous-mêmes, nous pourrons décider en toute liberté des lois que nous pouvons appliquer chez nous. Thomas Sankara disait qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dise ses volontés. Voilà, moi je ne peux pas venir te nourrir et puis ensuite te demander de faire quelque chose et tu vas refuser. Donc ça fonctionne comme ça au niveau des relations interpersonnelles et au niveau des États naturellement, ça fonctionne exactement de la même manière. Les pays qui viennent vous donner de l'aide au développement ne sont pas des philanthropes, ce ne sont pas des gens qui sont là seulement pour vous faire plaisir. Ils vous donnent de l'aide, mais en retour, ils attendent quelque chose. D'accord. Donc si nous voulons réussir l'adaptation de notre droit à nos réalités, il faudra réussir aussi l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et de l'autonomie dans les différents domaines essentiels. Alors, il est parfois question de justice transitionnelle. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on applique? La justice transitionnelle est un modèle de justice à cheval entre la justice moderne et puis la justice traditionnelle. Voilà. Pour moi, ce modèle de justice a été expérimenté dans certains pays, tels que par exemple le Rwanda, suite au génocide en 1994, et puis par exemple l'Afrique du Sud, suite à la politique d'apartheid qu'on a eu dans les années 90 également. Pour moi, ce système de justice-là peut être adapté à nos réalités. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'un problème se pose dans une société et que les parties se traînent en justice, même si c'est devant la justice dite moderne, elles attendent qu'un verdict soit rendu et qu'il y ait une réparation, une sanction soit prononcée et qu'il y ait également une réparation. Donc il ne faut pas se cacher derrière le système de justice transitionnelle pour dire en quelque sorte qu'on va faire table rase de certains dossiers parce que entre guillemets c'est des dossiers sensibles et puis bon, passer là-dessus. Il y a des faits assez graves qui se sont passés ici. Par exemple, il y a le dossier de l'insurrection qui est là, au Burkina, qui n'a toujours pas été jugé. Donc voilà, je suis d'accord pour qu'on applique le système de justice transitionnelle, mais il faut accepter d'aller à la vérité. On peut appliquer le système de vérité, justice, vérité et réconciliation, ou vérité, justice et réconciliation, mais il faut dans tous les cas qu'il y ait la vérité et la justice avant d'aller à la réconciliation. Le système de justice transitionnelle permet de faire en sorte que certaines personnes qui sont accusées dans certaines infractions puissent reconnaître leur tort, demander pardon aux familles des victimes ou aux victimes si elles sont toujours là, et ensuite
trouver un arrangement, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous en droit une transaction pour mettre fin au litige. Voilà comment ça fonctionne. D'accord. Mais il ne faut pas oublier que la victime, si elle n'est pas d'accord avec ce système de justice transitionnelle, a le droit de demander l'application de la décision judiciaire. Si elle décide de porter plainte et de demander réparation, elle a également le droit. Ce mécanisme-là doit être basé sur le consentement libre et express, voilà, des victimes. D'accord. Mais il y a aussi sur la question de l'administration, mais avant de vous poser la question, je vais rappeler à ceux ou celles qui le suivent depuis la radio Watt FM que vous êtes à l'émission Monde Politique et notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Kibessoum Pierre-Claver Milogo. Il est chercheur à l'ISSS, l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de recherche scientifique et technologique, en abrégé CNRST. Alors nous poursuivons cette émission. Alors sur le plan de l'administration, il y a comme une sorte de rupture de confiance entre les administrateurs et les administrés. Et aujourd'hui, on a un système administratif au Burkina qui est très lourd en procédure, qui est beaucoup plus procédurière. Et à la fin, parfois, les résultats ne sont pas suffisamment atteints parce qu'on a mis plus de temps dans les procédures. Alors, quelle condition réunir pour une administration proche de ses administrés, mais également pour une administration qui soit efficace? Le système administratif que nous avons actuellement, comme dans beaucoup d'autres domaines, a été hérité du système français également. Donc c'est une administration qui fonctionne sur le modèle de l'administration française où l'agent à son poste est indispensable pour faire fonctionner l'administration. Le système qui est en train d'être mis en place par le capitaine Traoré, je pense que c'est une solution intéressante qui est basée sur la digitalisation. Non seulement ça réduit les risques de corruption, mais ça accélère sérieusement les procédures administratives. Donc je pense que la digitalisation aujourd'hui est une solution pour mettre fin à la lenteur de l'administration et puis à la lourdeur des procédures administratives. Il faut miser sur les possibilités ou les capacités que nous offre la technologie pour essayer de résoudre les difficultés que nous avons. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir forcément un agent à tous les postes. En digitalisant le système, on peut avoir seulement quelques agents et faire fonctionner de manière performante et adéquate l'administration burkinabé. Il faudra aussi accélérer ou augmenter, je ne sais pas, si je peux m'exprimer ainsi, les contrôles. Parce que si on a une administration qui fonctionne de manière lente et lourde, c'est parce que les mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas également. En droit administratif, on étudie le contrôle de l'administration. L'administration est soumise normalement à un contrôle. Donc il faudrait faire en sorte que l'agent administratif qui manque à ses obligations soit obligé de rendre des comptes, que ce soit à son supérieur hiérarchique ou bien aux juridictions éventuellement. Si ce système fonctionne de manière adéquate, l'administration sera beaucoup plus performante et beaucoup plus rapide. Si vous voyez que les plaintes se multiplient et ça continue, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanctions qui sont édictées, il n'y a pas de mécanisme de responsabilité qui est mis en jeu au niveau des agents qui manquent à leurs obligations. On a plusieurs cas d'usagers de l'administration qui reviennent et qui expliquent qu'ils ont eu affaire à l'administration et qui n'ont pas été satisfaits. Mais il n'y a jamais de suite qui est donnée. D'accord. Donc c'est faire la prime ou la promotion du mauvais fonctionnement de l'administration que de ne pas punir les dysfonctionnements dont sont coupables certains agents et qui sont rapportés régulièrement dans les médias par exemple. D'accord. Alors, nous allons parler de toute autre chose liée à la situation au Burkina. Nous sommes dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Il y a aussi l'enjeu de la protection des droits humains. D'ailleurs, à cette occasion, vous avez écrit, et je lis, le droit au procès équitable à l'épreuve de l'expression du terrorisme international, apport et influence... La répression. La répression, pardon. La répression. Voilà, le droit au procès équitable à l'épreuve de la répression du terrorisme international, apport et influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est une œuvre que vous avez écrite qui est parue chez l'Harmattan en 2017.
Exactement, vous parlez de quoi dans cette, même si le titre est déjà évocateur? Oui, dans cet ouvrage, il est question essentiellement de procédures judiciaires. Donc, c'est des procès c'était en réalité mon mémoire de Master 2 que j'avais soutenu en juin 2008 à l'Université de Rouen en France, lorsque j'y étais pour mes études de Master et de doctorat. Donc, dans cet ouvrage, il est question des procédures judiciaires, des procès et des principes qu'il faut respecter pour que les procès soient équitables, précisément en matière de lutte antiterroriste. Donc, c'est la question du procès équitable appliqué à la répression du terrorisme international. Donc, j'essaie d'évoquer le fait que les procès doivent être équitables. Et non seulement les principes de fond du procès équitable, mais les principes de forme aussi de l'équité des procès, tels que par exemple l'impartialité du tribunal, l'indépendance des juges, tels que par exemple la célérité de la justice, la publicité des procès, etc., etc. Et puis bon, les mécanismes aussi de répression du terrorisme international. Et tout cela dans un but de trouver un équilibre entre, d'une part, la protection des droits humains et puis d'autre part, la répression du terrorisme, qui sont tous les deux des impératifs de l'État moderne. D'accord, que ce soit dans le domaine du terrorisme ou pas, on a une justice qui est par moments lente, et on dit que d'ailleurs le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Donc maintenant, nous avons un tribunal qui juge les terroristes. On a déjà eu des procès de terroristes au niveau du Burkina Faso. À l'application, quelle appréciation faites-vous de cette situation quand vous parlez de répression, mais droit aussi à un procès équitable? Est-ce que quelqu'un qui a pris pour faire du terrorisme n'est déjà pas condamné, ne serait-ce que d'ailleurs par l'opinion? Oui, c'est une question délicate, surtout au Burkina, pour deux raisons. Parce que premièrement, le Burkina est un pays multiethnique. Vous savez qu'il y a une soixantaine d'ethnies qui se côtoient au Burkina. Et donc, parler de cette question peut faire penser qu'il y a certains qui sont, entre guillemets, visés. Parce que, comme vous le savez, pour un certain nombre de raisons, voilà, certaines ethnies sont parfois visées par des accusations, soit étant liées au terrorisme, soit étant liées à des exactions. Donc, premièrement, pour cette raison, la question est très délicate. Deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle la question est délicate, c'est que le terrorisme fait des ravages au Burkina. Et pour quelqu'un qui présente la question de l'équité du procès pour des terroristes, ça peut paraître insultant ou frustrant pour surtout les victimes ou les familles des victimes. Mais je relate dans cet ouvrage ou dans ce document simplement des principes de procès. Voilà, qui sont les principes de procès de tout État démocratique. Et c'est vrai qu'une personne qui est poursuivie dans le cadre de telles procédures peut paraître être une personne qui n'a pas droit à aucune garantie. Mais comme je l'ai dit dans l'ouvrage, les garanties du procès sont les mêmes pour tous les citoyens, y compris pour les personnes poursuivies dans le cadre de procédures antiterroristes. Et les règles de l'état de droit sont les règles de tous les citoyens. Il n'y a pas de règles à la carte. Il n'y a pas de règles pour M. Bougma et des règles pour M. Milogo. Quand on va au procès, c'est les mêmes règles qui s'appliquent à nous, quel que soit ce qu'on a commis. Et maintenant, c'est au juge de décider en toute impartialité quel est le degré de responsabilité, s'il y a responsabilité, et quelles sont les sanctions qui doivent s'appliquer. Alors, vous avez également, dans l'œuvre, vous parlez apport et influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que dans notre dispositif juridique, ces influences y sont également? Oui, ces influences sont également ces influences perceptibles? Oui, premièrement, la Cour européenne des droits de l'homme, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, est une cour qui rayonne dans le monde, parce que ces décisions ont un impact sur les autres systèmes, que ce soit le système de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou que ce soit le système de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et il y a des influences. Par exemple, une des influences les plus marquantes qu'on peut mentionner, c'est concernant l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés, qui dit que toute personne poursuivie dans le cadre d'un procès a droit à une procédure équitable, a droit d'être informé premièrement des motifs et des raisons de l'accusation,
a droit de bénéficier d'un avocat, de temps pour préparer et de facilité pour préparer sa défense dans une langue qu'elle comprend, et également a droit à un procès public, sauf en matière de crimes organisés ou de procédures antiterroristes. Donc, par exemple, ces exigences-là ont été diffusées, si je pourrais m'exprimer ainsi, dans les autres systèmes. On retrouve cette disposition aussi bien dans le système de la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est applicable au Burkina, bien sûr, puisqu'on est en train de parler des importations au Burkina, et que également dans le système américain des droits de l'homme. Et ces mécanismes-là ont été exportés depuis le système européen vers le système africain et le système américain. Donc on peut dire qu'il y a eu des apports et des influences très importantes. Deuxième influence que je peux relever également, il y a un système qui est en vigueur au niveau de la Cour européenne qui consiste à admettre que des ONG ou des associations de défense des droits humains soient admises comme amicus curiae, c'est-à-dire une sorte d'invités du tribunal qui peuvent s'associer au procès pour apporter des arguments, que ce soit dans le sens de l'accusation ou que ce soit dans le sens de la défense en faveur des droits humains. C'est le cas par exemple des ONG telles que Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits humains, qui interviennent souvent comme ça dans les procès devant la Cour européenne et qui apportent des arguments pour essayer de défendre la cause des droits humains. Ces principes-là également ont été exportés notamment en Amérique et également dans le système de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est applicable également au Burkina. D'accord. Vous avez interrogé également les droits et les devoirs à travers votre œuvre, la génération Je connais mon droit, analyse juridique des droits et devoirs. Donc c'est un document qui est paru chez DOF Productions. Et voilà. Donc je connais mes droits. La génération Je connais mes droits. C'est quelle génération qui est la génération Je connais mes droits? C'est laquelle? En réalité, cet ouvrage-là est destiné premièrement à la jeunesse, voilà, au public jeune burkinabé. Et pourquoi la génération Je connais mon droit? Parce que, comme je le disais en début d'émission, la société africaine est une société qui est basée sur le principe de la reconnaissance des devoirs, des droits, mais aussi corrélativement, cette reconnaissance des droits s'accompagne d'un certain nombre de devoirs à accomplir. Malheureusement, on se rend compte dans la société burkinabé qu'on a l'émergence d'une certaine jeunesse qui est prompte à revendiquer des droits, mais qui est plutôt réchiante à reconnaître qu'elle doit accomplir des devoirs. Donc cet ouvrage-là vise à attirer l'attention de la jeunesse sur le fait que la société dans laquelle nous vivons est une société qui reconnaît certes des droits, par exemple le droit à l'éducation, de la part des parents, les obligations que les parents doivent remplir vis-à-vis des enfants, le droit de prendre soin de l'enfant, de le nourrir convenablement, de s'en occuper et de l'éduquer jusqu'à l'âge adulte. Mais aussi, il faut que la jeunesse comprenne que ces droits-là s'accompagnent également d'un certain nombre de devoirs, comme le devoir de respecter les consignes données par les parents, le devoir d'écouter ce que les enseignants disent à l'école, le devoir d'accomplir ces devoirs, c'est-à-dire les travaux donnés par les enseignants régulièrement, le devoir de résider au domicile choisi par les parents. Donc tout ça, ce sont les devoirs également qui s'imposent aux jeunes, mais qu'ils ont tendance à oublier. Ils oublient qu'ils ont des devoirs en même temps qu'ils ont des droits. Donc l'ouvrage vise à attirer l'attention sur ces éléments-là. Alors, mais quand on lit les devoirs de l'enfant, le Burkina Faso a également souscrit, on a même fait la publicité à grand renfort de presse. Quand on lit les droits de l'enfant, il n'y a aucune ligne qui parle des devoirs. Est-ce que ce n'est pas aussi nous qui avons voulu ce discours-là, qui avons à un moment donné mis dans cette génération, dans sa tête que en tant que jeune, en tant qu'enfant, il n'a que des droits. Quand on lit en tout cas les droits de l'enfant, c'est ce qu'on nous trouve. C'est de quel texte vous parlez? Vous faites allusion à quel texte précisément? La Convention sur les droits de l'enfant de 1990 ou bien le Code des personnes et de la famille du Burkina? Non, pas le Code des personnes de la famille. La Convention des droits de l'enfant. Pourtant, ces textes-là
mentionne également des obligations pour les enfants. Quand vous prenez mon ouvrage, il y a un tableau qui met à gauche les droits et puis qui met à droite les devoirs qui s'accompagnent. Non, et ces ouvrages-là reconnaissent aussi bien des droits, mais également des devoirs. Donc, pour moi, un enfant ne peut pas revendiquer des droits et ne pas être prêt à accomplir les devoirs. Les droits, c'est normal. Il doit en bénéficier. Mais il faut qu'il sache également qu'il a des devoirs qu'il doit également respecter. Mais certaines dispositions d'ailleurs de ce document, le droit des enfants, il y a des dispositions qui, quand vous lisez, vous demandez est-ce que c'est réellement pour des enfants? Quand on dit qu'il a droit à la liberté religieuse, le droit d'association, d'un droit, à un certain niveau, est-ce que l'enfant même a la liberté et comme a la faculté de choisir librement ses orientations-là, s'il n'est pas sous le joug ou le conseil de quelqu'un d'autre? Ces dispositions-là, pour aller au fond de votre question, ont été héritées aussi de pays européens, pour des raisons que vous connaissez également, des raisons historiques que vous connaissez. Et vous savez qu'on vit dans un système international et ce sont les pays qui maîtrisent le système international qui dictent aussi leur volonté aux autres. Donc les pays africains ont adhéré à cette convention sur les droits de l'enfant en suivant en quelque sorte la ligne qui était tracée par un certain nombre de pays occidentaux. Donc vous faites juste de souligner ce point-là. Il y a une nécessité d'adapter les textes à notre réalité sur ce point-là. Alors aujourd'hui, comment insister pour que les jeunes comprennent qu'il a en même temps des droits et des devoirs? À l'école, à la maison. L'éducation doit être réformée. Je parlais tout à l'heure du système éducatif burkinabé qui est en déliquescence. Il faut remettre l'accent sur ça. Il faut retravailler le système éducatif, il faut le moderniser, il faut renforcer les compétences des enseignants. Il faut un renforcement de capacité des enseignants. Il faut une rigueur dans le fonctionnement du système éducatif. Et puis, en même temps, il faut demander également aux parents de plus s'investir dans l'éducation des enfants. L'enfant ne peut pas tout apprendre à l'école. Ce que vous dites, c'est vrai. Il apprend également auprès de ses parents pour le temps qu'il passe à la maison. Donc, il faut que les parents également s'investissent dans l'éducation des enfants. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. Il fut un temps où les parents avaient plus de temps pour passer du temps à la maison avec les enfants, mais aujourd'hui, avec les réalités socio-professionnelles où il faut aller au boulot à telle heure pour descendre et rentrer, vous êtes rentré, comment est-ce que le parent fait? C'est une réalité de terrain et pour certains parents, compte tenu d'ailleurs du boulot, sont amenés à se séparer de la famille, soit dans une autre province ou même pratiquement dans un autre pays. Il y a ces réalités-là également avec lesquelles il faut conjuguer. Les deux parents parfois sont pris pour le travail salarié, ou bien ils sont leurs propres patrons, comme on le dit, mais il y a un problème de temps aussi qui se pose. Alors qu'à l'école, naturellement, comme vous l'avez dit, il y a des insuffisances dans le programme. C'est un commentaire que je fais, mais pour certains spécialistes également qui sont passés ici parfois en émission, ils disent, pour intégrer ces nouveaux éléments, il faut passer par l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une loi qui encadre les curricula, qui encadre les matières, et on vous dit, vous enseignez ça, et vous enseignez ça. Je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit, mais pour moi, la responsabilité, elle est double. Elle ne peut pas incomber seulement à l'État. L'État doit réformer le système éducatif. Ça, c'est le rôle de l'État, c'est sa responsabilité. Donc, il doit jouer son rôle à ce niveau-là. Donc, réformer les curricula, renforcer les compétences des enseignants, ça, c'est une obligation de l'État. Et éviter que la drogue, par exemple, circule dans les établissements ou certains comportements qui portent atteinte aux bonnes mœurs, etc. Mais ce qui est sûr, la responsabilité des parents aussi est en jeu. Parce que, quelles que soient les occupations que vous avez, cela ne doit pas être une raison pour manquer à votre devoir de vous occuper convenablement de vos enfants. On ne fait pas les enfants pour les mettre dans la nature. On les fait pour s'en occuper. Donc, il faut trouver du temps pour pouvoir s'occuper de ses enfants, si on a pu trouver le temps pour faire les enfants. Donc, pour moi, la responsabilité, elle ne peut pas incomber seulement à l'État. D'accord. Maintenant, il y a des pays qui ont encadré l'arrivée de certaines associations, de certaines ONG qui viennent d'autres pays, compte tenu de leur influence également.
sur leur jeunesse, après avoir bien observé les choses. Est-ce qu'au Burkina Faso, nous sommes dans un tel contexte? Et si nous sommes dans un tel contexte, est-ce qu'il faut limiter ou il faut laisser la liberté aux associations également d'agir, quitte à ce que l'État, comme on appelle ça, crée des mécanismes pour mieux encadrer les enfants burkinabés? À quelle association vous faites précisément allusion quand vous parlez d'associations qui ont été admises à agir? Bon, je parle d'associations parce que quand, par exemple, sous la Révolution, il y avait un bureau national qui s'occupait des ONG, qui était dirigé par l'actuel président de SOS Sahel, M. Sawadogo. Maintenant, quand vous arrivez, on regarde en fonction de votre profil et des besoins exprimés par le Burkina pour dire nous vous autorisons à agir. Ou bien si vous voulez rester au Burkina, voilà les champs d'action dans lesquels nous voulons que vous soyez. Ça, c'est l'État qui dit nous. En matière de droits des enfants ou bien en matière d'immigration de manière générale? Oui, en matière d'association, parce qu'il y a plusieurs ONG également qui travaillent dans le domaine des enfants pour faire la promotion des droits des enfants qui parfois ne collent pas avec nos réalités socioculturelles. C'est de ça que je parle. Oui, je suis d'accord sur ce point-là. Il faut faire un tri. Il faut faire un tri au niveau des associations qui s'implantent dans la mesure où ces associations qui viennent d'ailleurs n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous avons au Burkina et les mêmes principes de nos sociétés traditionnelles et de nos familles. Et donc, on n'a pas les mêmes réalités qu'on a, par exemple, je sais pas, au Congo, au Sénégal ou bien en France. Donc, une association qui viendrait de ces pays-là doit être soumise à un contrôle rigoureux et strict avant de leur permettre de s'implanter au Burkina pour suivre de manière précise les pratiques qui sont faites justement par ces associations-là au niveau du suivi et de l'éducation des enfants. Je suis d'accord, oui, sur ce point-là. En la matière, est-ce qu'il faut passer par un dispositif juridique ou bien c'est seulement, je ne sais pas, une structure à mettre pour surveiller qu'est-ce qu'il faut faire, la meilleure formule selon vous? Non, il faut voter d'abord une loi. Il faut voter une loi au niveau de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, pour encadrer justement l'installation de ces associations et structures étrangères là. Ça, c'est la première étape. Mais deuxièmement, il devrait avoir aussi au niveau de l'administration burkinabé des services qui s'occupent de manière pratique en quelque sorte du contrôle des principes qui seront édictés dans cette loi-là pour pouvoir voir sur le terrain est-ce que ces associations respectent réellement les prescriptions que le Burkina veut pour leur installation dans le pays. D'accord. En tout cas, le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous dis merci. Quel dispositif juridique pour le Burkina post-transition, c'est ce que nous avons interrogé aujourd'hui, qui passe par l'organisation administrative, sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan de la prise en compte de nos réalités socio-culturelles pour arriver aux droits positifs, pour que le Burkinabé puisse trouver son compte. Il faut également, comme vous l'avez dit, passer par un système éducatif qui soit effectivement adapté, qui s'adapte à notre réalité, puisque certains éléments collent difficilement avec nos réalités socioculturelles. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir répondu, présent Dr Kibessoum Pierre Claver Milogo. Vous êtes chercheur à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST. Merci d'être passé à notre émission. Alors, les portes de cette émission vous restent toujours ouvertes pour d'autres sujets qui naturellement ne vont pas manquer. Madame, Messieurs, nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis. Merci et rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.